Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, aujourd'hui, on va parler du fameux plan de paix pour Gaza présenté par Donald Trump et soutenu en façade par Netanyahou. Sur le papier, ça paraît beau. Dans les faits, c'est une dépendance totale imposée aux Gazaouis. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc, j'avais promis lors de la dernière vidéo que j'allais parler de ce fameux plan de paix de Trump. Il a fait 21 points. Je ne vais pas parler des 21 points. La vidéo va être trop longue. J'ai deux, trois sujets en plus à parler qui me semblent importants pour moi. Et j'espère pour vous aussi. Donc, du coup, je vais parler des 8 points ou 7 à 8 points que moi j'ai sélectionnés. On y va. Donald Trump a dévoilé lundi 29 septembre son plan pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il s'agit d'un document contenant 20 points précis. En voici les grandes lignes. D'abord, le projet prévoit un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza dès que les deux parties acceptent le plan. Ce serait la fin de l'offensive au sol et des bombardements. Dans les 72 heures suivant l'acceptation de l'accord, tous les otages israéliens, vivants ou décédés, seraient rendus. Puis, Israël libérerait à son tour 250 prisonniers condamnés à la perpétuité et 1700 Gazaouis détenus depuis le 7 octobre. Dès l'accord signé, une aide complète serait immédiatement acheminée dans la bande de Gaza, le tout distribué par les Nations Unies et le Croissant Rouge, sans aucune intervention d'Israël ou du Hamas. Le plan prévoit aussi la réhabilitation rapide des infrastructures, eau, électricité, assainissement, des hôpitaux et des boulangeries. Une autorité temporaire composée de technocrates palestiniens serait chargée de gérer les services publics à Gaza. Elle serait supervisée par un organe international de transition, dirigé et présidé par Donald Trump lui-même et composé d'autres chefs d'État. C'est cet organe qui organisera la reconstruction massive de Gaza et son financement. Le projet assure qu'aucun civil gazaoui ne sera forcé à partir de l'enclave. Il prévoit un retrait progressif des forces israéliennes, d'abord jusqu'à la ligne jaune, puis la rouge, puis autour de la zone assurée. Quant au Hamas, le mouvement devra s'engager à ne jouer aucun rôle à Gaza. Toutes ces infrastructures militaires, y compris ses tunnels et ses sites de production d'armes, seront détruites. Les membres du Hamas qui acceptent de vivre pacifiquement pourront bénéficier d'une amnistie. Pour les autres, l'accord prévoit un transfert vers d'autres pays de la région. Ce cessez-le-feu dépend entièrement de l'acceptation par Israël et le Hamas. Résultat, les Gazaouis restent suspendus aux décisions d'acteurs extérieurs, sans aucun pouvoir direct, sans donner leur avis. Deuxièmement, il parle de échange de prisonniers, otages et prisonniers. Oui, des prisonniers palestiniens pourraient être libérés. D'accord, que les otages soient libérés, je ne vais pas vous dire le contraire, je ne vais pas vous dire non. Soyons clairs, ok? Mais, ce n'est pas comme un droit. Du moins, pour les prisonniers palestiniens. Ce n'est pas comme un droit, les amis. C'est plutôt un monnaie d'échange. C'est de la diplomatie transactionnelle. Ce n'est pas vraiment de la justice. Parce que, je rappelle quand même, parmi les prisonniers palestiniens, il y en a beaucoup et énormément qui sont arrêtés et condamnés, emprisonnés pendant des années pour n'avoir rien fait du tout, pour juste le fait d'être palestinien. Vous n'allez pas me contredire là-dessus. Alors les gens vont venir, ouais mais pourquoi tu ne parles pas des otages? Mais non, les otages, je suis tout à fait d'accord qu'ils soient libérés. Bien sûr que je suis d'accord qu'ils soient libérés, les otages. Je dis juste que les prisonniers palestiniens ne sont pas libérés par un droit. Vous comprenez, ils sont libérés, c'est un échange. S'il n'y avait pas d'échange, ces gens-là ne sortiraient jamais de prison. Démilitarisation forcée. Les Palestiniens perdent toute capacité de défense. Gaza se retrouve sous dépendance sécuritaire, incapable de se protéger elle-même, obligée de vivre sous surveillance israélienne et étrangère. Quatrième point, administration internationale. Les Gazaouis n'élisent pas leurs dirigeants. Ce sont des comités extérieurs. Trump, Netanyahou, Blair, qui d'autre? Qui décide pour eux? C'est une confiscation pure et simple de leur souveraineté.
forces internationales de stabilisation. Point numéro 5. La police et la sécurité seraient gérées par des étrangers. Autonomie locale, zéro. Israël garde de toute façon un droit de regard permanent. Donc, qu'est-ce que ça change avec la prison de ciel ouvert où ils étaient avant? Point numéro 6. Retrait israélien conditionnel. Israël se retire pas vraiment. Gaza est toujours occupé de facto tant que les critères fixés par Israël et ses alliés ne sont pas remplis. Autrement dit, à mon sens, indéfiniment. Point numéro 7. Reconstruction économique sous tutelle. Les aides et investissements dépendent des puissances étrangères. Les Gazaouis n'ont pas la main sur leur propre développement. Tout est décidé ailleurs. Vous allez me dire, oui, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'argent. Oui, mais ils ont au moins le pouvoir de décider. Pas d'État palestinien. Aucune garantie de souveraineté réelle. Pas d'État, pas de libération politique. Juste un provisoire éternel. Enfin, j'ai fait un petit métaphore là-dessus. Imaginez Gaza comme un poulailler moderne. Les poules, ce sont les Gazaouis. Elles ne choisissent ni leur nourriture, ni leur espace, ni leur avenir. Le fermier, c'est Israël et ses alliés. C'est lui qui décide quand ouvrir la porte, quand la refermer, qui peut vivre ou mourir. On leur donne à manger juste assez pour survivre, jamais pour être libre. On installe des clôtures, des caméras, des gardiens, soi-disant pour la sécurité. En réalité, c'est pour contrôler. Et si une poule tente de s'échapper, elle est abattue immédiatement pour servir d'exemple. Ma conclusion, les Gazaouis ne sont pas considérés comme un peuple souverain, mais comme un cheptel sous surveillance, dépendant à 100% de la main qui les nourrit et qui les punit. Donc derrière ce plan, quand Trump a fait sa présentation, Netanyahou l'a soutenu publiquement, diplomatiquement, disons. Mais ce choix met en danger sa coalition gouvernementale, déjà fragile. Belzébuth Smotrich, le ministre de Finances, chef de parti sioniste religieux de l'aile droite dure, rejette totalement ce plan. Pour lui, c'est une trahison. Il voulait l'annexion de Gaza pure et simple, pas de compromis. Il menace de quitter le gouvernement de Netanyahou. En clair, Netanyahou tente de montrer un visage diplomatique avec Trump, mais il risque de perdre le soutien de son extrême droite. Donc, évidemment, sous pression, en interne, immédiatement après la conférence de presse commune avec Trump, où il avait, comme je l'ai dit tantôt, reconnu diplomatiquement le plan de Trump, Netanyahou a révélé son vrai visage et la mise en scène. Il se vante que les pays arabes auraient accepté les conditions d'Israël et qu'Israël ne se retirera jamais de Gaza, malgré ce que Trump venait d'affirmer devant les caméras. Ces mots sont clairs. Au lieu que ce soit le Hamas qui nous isole, c'est nous qui avons isolé le Hamas. Désormais, le monde entier, y compris le monde arabe et musulman, fait pression sur le Hamas pour qu'il accepte nos conditions. Libérer tous les otages. Tandis que Tzal restera dans la majeure partie de la bande de Gaza, ce n'est pas une offre de cessez-le-feu. C'est un ultimatum imposé aux Palestiniens qu'ils ne pourront vraisemblablement jamais accepter. Donc, à mon sens, c'est du théâtre. Parce que si ce plan est fait de manière à ce que les Gazaouis n'acceptent pas, c'est une façon de Trump de dire, voilà, j'ai tout fait, je leur ai tendu la main, ils ont refusé, ben Israël peut continuer à faire ce qu'il a à faire. Et si les Palestiniens acceptent ce troc, ça ne changera rien de la vie à laquelle ils avaient avant.
Et derrière tout ça, je rejoins le fameux Jeremy Corbyn, est un député britannique, ancien chef du parti travailliste de 2015 à 2020, figure de la gauche radicale, connu pour son opposition aux guerres occidentales et son soutien aux droits palestiniens. Il rejette frontalement le plan de Trump pour Gaza. Ses arguments se fondent sur 3 points factuels. Et je crois qu'il me rejoint là-dessus. 1. Le passif de Blair. Vous savez tous que Blair, si on suit le plan de Trump, il serait en quelque sorte gouverneur de Gaza. C'est comme si au Congo, on mettait un gouverneur belge. Laissez-moi rire. Faut pas déconner. J'aime la Belgique. Pas jusqu'à ce point-là. D'accord? Donc, Corbyn rappelle que la décision de Blair de soutenir l'invasion de l'Irak en 2003 a été désastreuse et a coûté des centaines de milliers de vies civiles et militaires. Deuxièmement, Corbyn parle de l'absence de légitimité démocratique. Le plan de Trump met la supervision de Gaza entre les mains d'un comité par des figures d'extérieur. Trump, Netanyahou, Blair. Corbyn souligne que ce n'est pas à eux de décider du futur de Gaza. L'argument repose sur le principe clair de droit international. La souveraineté appartient au peuple palestinien qui doit décider lui-même de son avenir politique. Risque de néocolonialisme. Il dit ensuite, confier à ces puissances étrangères la gestion des Gaza revient à répéter les logiques de tutelle d'occupation qui ont déjà aggravé le conflit au Moyen-Orient. Donc Corbyn met en garde contre une administration imposée de l'extérieur qui nierait le droit et la voix des Palestiniens. Rappelez-vous de ma métaphore. Donc, après un génocide ayant tué plus de 65 000 personnes et détruit le pays, le seul plan de paix acceptable est qu'Israël quitte Gaza. Hoy se han reunido en Nueva York el líder israelí Benjamin Netanyahu y el presidente norteamericano Donald Trump con el objetivo de negociar un plan de paz para Gaza. Un plan que suena más a amenaza que a acuerdo y que según Trump ya habría sido aceptado por Israel y estaría pendiente de la ratificación por parte de Hamas. Pero lo llamativo es que es un plan de paz que han discutido exclusivamente Trump y Netanyahu, sin incluir a los propios palestinos ni al resto de la comunidad internacional. A ver, yo no soy un experto en diplomacia, pero creo que puedo afirmar sin miedo a equivocarme que un plan de paz negociado de forma unilateral, sin contar con las personas que viven en el territorio afectado, tiene tanto futuro como el Tratado de Tordesillas o la carrera musical de Kiko Rivera. Sobre todo porque a estas alturas, después de un genocidio que se ha llevado por delante la vida de más de 65.000 personas y que ha destruido el país entero, el único plan de paz aceptable es que Israel se largue de Gaza, acepte las resoluciones de la ONU y deje vivir en paz a los palestinos. No debería ser tan difícil. Accepter les résolutions de l'ONU et laisse les Palestiniens vivre en paix. Le seul plan de paix viable. Et qui dit ça? Encore une fois, un présentateur d'une chaîne télévisée espagnole. Et ceci, les amis, en plein direct. Ici, les amis, on va un peu sortir de Gaza, quoique le problème est identique. Cela concerne le RDC, République démocratique du Congo. D'ailleurs, s'il y a des Congolais qui regardent mes vidéos, faites-moi un petit coucou, dites-le moi. Ici, j'ai vu une petite information. Donc, l'ex-président Joseph Désiré Kabila, condamné à mort pour trahison. Lui, comme cerveau moteur, vient d'être condamné à la peine capitale par la haute cour militaire. Donc, nous devons être satisfaits et surtout que pour la réparation, ça avoisine 34 milliards de dollars. Donc, ce monsieur venu à pied dans notre pays devra payer.
Donc, Joseph Kabila, ex-président de la RDC de 2001, je crois, jusqu'à 2019, a été condamné à mort par contumace pour trahison. La justice militaire l'accuse de complicité avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Absent du procès et introuvable, il avait réapparu en mai en opposant déclaré du président Tshisekedi. Son immunité de sénateur à vie, bon, ça c'est une notion que j'ai vraiment du mal à comprendre, quoi. À vie. Comment aujourd'hui peut-on avoir de statut à vie? J'ai vraiment du mal à... Pourtant, il n'y a pas que le Congo qui le fait. Hein. Non, il y a d'autres pays qui le font aussi, donner des statuts à vie comme ça à des anciens présidents. Je ne comprends pas, mais j'ai quand même du mal à cerner cette idée derrière, quoi. Statut à vie. Il faut arrêter ces bêtises. Hein. Immunité de sénateur à vie. Il faut arrêter, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est un statut controversé, hein, car il est non élu déjà. Et donc, à mon sens, je le juge antidémocratique. Mais du moins, cela a été levé pour permettre son jugement. Bien que la peine de mort a été établie en 2024, aucune exécution n'a encore eu lieu. Bon, le Congo a rétabli la peine de mort en 2024, le RDC. Bon, il n'a encore tué personne. Ils n'ont encore exécuté personne, rassurez-vous. Et je ne pense pas qu'ils le feront. D'accord? Mais bon, tout est possible dans ce monde. Tout est possible. Ok, d'accord. Enfin, du moins, son arrestation et son exécution restent peu probables pour les observateurs. Cette condamnation sert plus à intimider les rebelles qu'à neutraliser un adversaire politique capable de fédérer l'opposition. Cette vidéo, elle est magistrale, les amis. Je vous laisse l'admirer. C'est ma petite partie no comment. Tous ces gens qui, à droite, voire parfois à extrême droite, notamment tous les amis d'Israël, qui effectivement se disaient, le soir, c'est bien de se prendre une petite dose de CNews pour se remonter le moral. C'est une réalité. Voilà, je pense que vous comprenez ça. Nous témoignons simplement de la réalité. C'est ce que je passe mon temps à dire. Nous témoignons de la réalité. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai apprécié à la faire. Pour vous, vous connaissez la chanson, un petit pouce, on partage et on commente si vous en avez vraiment envie. Restez avec moi, continuons à nous abonner et je vous dis, on se revoit d'ici quelques jours les amis. Sur ce, paix sur vous.